Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah qui est web designer WordPress en freelance depuis plusieurs années et qui va nous donner plein de conseils pour se lancer en freelance, trouver ses premiers clients ou encore vaincre le syndrome de l'imposteur qu'on a tous et plein d'autres sujets hyper intéressants. Mais pourtant, Sarah n'était pas du tout destinée à bosser dans le web design ou le développement parce qu'à la base, elle a fait des études qui n'ont absolument rien à voir avec le monde de la tech. Donc je pense que cet épisode peut grandement vous inspirer si aujourd'hui vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas forcément et que la liberté financière et géographique vous attire. Cette vidéo a été faite en collaboration avec Talent.io, avec qui on a écrit un article sur le sujet de la transition du salariat au freelancing dans le monde de la tech, donc surtout en tant que développeur. Cet article et plein d'autres, vous pouvez les retrouver en rejoignant le Talent Club ou dans leur newsletter, qui vont vous apprendre plein de choses sur la gestion de votre carrière tech, comme comment négocier son salaire, comment devenir VP, comment faire carrière en tant que contributeur individuel et plein d'autres sujets hyper intéressants. Et en rejoignant le Talent Club, vous pourrez aussi poser toutes vos questions carrière anonymement à leur communauté de plus de 70 000 membres pour obtenir les meilleurs conseils possibles. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, le lien est dans la description. Et en attendant, prenez-vous un petit café ou un petit truc à boire, posez-vous tranquillement, mettez éventuellement cette vidéo en arrière-plan et restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre plein de choses. Bienvenue Sarah sur ce podcast, sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir pris du temps pour échanger un petit peu sur qui tu es, ton activité de freelance et tout ce qui va autour. Donc l'objectif, comme je te disais en intro, c'est de parler un petit peu de toi, certes, mais aussi de la transition de salarié, on va dire, à freelance, de tous les avantages, les inconvénients qui vont avec et toutes les peurs que tu as peut-être eu aussi à franchir. On va reparler de tout ça, mais est-ce que tu peux, dans un premier temps, pour mettre un petit peu de contexte, te présenter en quelques mots simplement, et puis après on pourra approfondir sur certains sujets? Oui, tout à fait. Alors, bonjour Quentin, plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour parler de tout ça. Et puis bonjour à tous, aussi à ceux qui regardent la vidéo. Alors, je me présente, je m'appelle Sarah Camille, j'ai 29 ans, je suis formatrice WordPress et web designer WordPress. Avant ça, j'ai fait forcément une reconversion en 2018 chez l'école O'Clock, peut-être que vous la connaissez, elle est assez connue maintenant. Et donc, ça fait bientôt 4 ans, presque jour pour jour, que je suis freelance. Top. Et bientôt bon anniversaire alors du coup. Exactement. Super. Alors moi j'aime bien toujours quand on parle du parcours de quelqu'un revenir un petit peu sur ses études parce que même si je sais que ça ne définit pas entièrement la personne, c'est toujours bien de revenir un petit peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas dans ma communauté, qui se disent voilà, est-ce que j'ai pas fait les mauvaises études? Est-ce que je dois reprendre mes études? Est-ce que le cursus dans lequel je suis, c'est le bon? Enfin, plein de questions et je trouve que il y a toujours souvent un petit peu... Enfin, on se pose trop de questions par rapport à ça. C'est vrai. Donc c'est pour ça que j'aime bien revenir sur le parcours scolaire, on va dire. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être sur cette reconversion particulièrement chez O'Clock? Tout à fait. Oui, alors si tu veux, je peux même te faire un petit peu le CV, comme ça au moins on voit un petit peu le parcours et on voit aussi un peu tout ce qui peut dissonner et qui finalement mène au chemin du freelancing et de la tech. J'ai fait un bac littéraire, donc déjà rien à voir avec le côté scientifique et mathématique. On m'a toujours dit, t'es pas du tout forte en maths, t'es pas logique comme personne, tu raisonnes pas de façon logique, t'es plus une créative, donc j'ai fait un bac L. J'étais vachement... à fond dans les langues étrangères, donc j'ai fait évidemment l'anglais comme tout le monde, de l'allemand et du chinois, donc vraiment rien qui allait avec les maths, la logique et le développement. Par la suite, j'ai voulu m'orienter tout d'abord dans un parcours artistique, donc j'ai fait les Beaux-Arts à Monaco, 1 année. C'est un univers qui est extrêmement riche, mais qui est très compliqué, qui peut être très précaire aussi, parce que travailler dans les métiers de l'art, ça peut être quelque chose qui est très compliqué aussi. Donc finalement, j'ai pas donné suite à mes études en art. Pour autant, c'était vraiment super. J'ai fait 2 années de BTS Management. Donc pareil, rien à voir avec tout ce qui est tech et autres. Et puis après, je suis rentrée directement dans le monde de la vie active. Donc j'ai un parcours sup qui est, je dirais, classique, 3 années d'études et qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Ok, trop bien. Et comment tu vois ce parcours, on va dire un petit peu tumultueux, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais comment tu vois ce parcours où tu as changé plusieurs fois de voie? Est-ce que tu considères ça comme un échec, même si je pense que je connais la réponse, mais en fait je te pose la question parce que peut-être que beaucoup d'étudiants, et moi le premier, j'ai failli me réorienter, enfin je me suis réorienté entre guillemets, mais bon, je suis juste resté dans la même école, je suis passé de la filière électronique à info. Est-ce que c'est vraiment une réorientation? Je sais pas. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois, et je l'ai
presque pendant une courte période. Certes, c'est passé assez vite, mais je l'ai un petit peu vécu comme un échec. Est-ce que tu le vois un petit peu pareil? Est-ce que tu l'as vécu pareil sur le moment et avec le recul, comment tu vois ce parcours-là? Oui, c'est vrai que ça peut être perçu comme un échec au début parce que on se sent perdu en fait. On se dit mais où est-ce que je vais en fait? Est-ce que j'ai trouvé ma voie ou ma trajectoire? Évidemment sur le coup en fait c'est compliqué quand on est jeune, qu'on a 18-20 ans de pas savoir ce qu'on va faire, d'être perdu, de pas avoir les conseils qu'on aimerait avoir, bien que maintenant je pense qu'il y a de plus en plus de conseils, de plus en plus de choses sur le net, etc. en fait pour trouver sa voie. Mais oui, ça peut être perçu, en tout cas je l'ai perçu un peu comme ça au début. Maintenant, évidemment, avec le recul, ça fait presque 10 ans que j'ai mes études sup, donc forcément maintenant à l'aube des 30 ans, on voit ça comme une richesse. Et au contraire, je me dis heureusement que j'ai fait plein de choses avant, parce que ça me sert. C'est tout le temps formateur en fait. On peut pas le voir comme quelque chose de négatif. Toute expérience est bonne à prendre. Il y a toujours un truc positif à ressortir. Donc oui, maintenant je vois un petit peu le côté positif d'avoir fait des études dans les beaux-arts, parce qu'en fait ça ouvre ta créativité aussi, forcément, quand tu as un profil créatif, c'est logique. Le fait d'avoir fait des études de management en BTS, pareil, ça donne des côtés très pratico-pratiques, dont on a besoin aussi quand on veut se lancer en freelance ou même se reconvertir. Donc, évidemment, c'est difficile sur le moment, mais avec le recul, on y trouve toujours quelque chose de positif. En tout cas, il faut absolument voir le positif, c'est important. Ouais, carrément. Ok, mais c'est vrai que ça vient peut-être un petit peu avec le temps, et notamment donc là tu nous as parlé, on va dire, du cursus un peu classique. Voilà, je sors du bac, je sais pas trop quoi faire, je vais aller voir là. Bon, ça m'intéresse pas trop, je vais aller voir là. Ce que font beaucoup de gens. Hein. Moi, c'est vrai que je l'ai pas connu parce que j'ai eu un cursus, bon, on va dire dans les rails. Bon en maths, on dit tu sais quoi, va faire une prépa, va faire une école d'ingé. Je me suis pas trop posé de questions, j'ai suivi le chemin. Mais je vois, j'ai beaucoup de potes autour de moi qui sont passés j'allais dire de blanc à noir, non, mais de A à B, cursus scolaires qui n'ont rien à voir. Donc c'est vrai que on met un petit peu de temps peut-être pour s'en rendre compte. Après tout ça, au clock. Alors je dis après, mais combien de temps? Enfin, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu les délais? Combien de temps t'as mis à bosser dans la vie pro et à te dire c'est peut-être pas ce qui m'intéresse et je vais peut-être essayer d'acquérir une formation, des compétences supplémentaires via une formation? Oui, alors justement, après mes études, donc après mon BTS, j'ai voulu tout de suite rentrer dans le marché du travail. J'en avais plus envie de faire des études en fait. Je voulais vraiment être dans le concret. Donc avant même d'avoir eu mon BTS, j'étais déjà embauchée pour une boîte dans le sud de la France, à Monaco, donc le seul opérateur qui est à Monaco en l'occurrence. Donc j'étais technico-commercial. Il n'y en a qu'un seul, donc c'est pas compliqué de le trouver. Donc c'était pour un sous-traitant de cet opérateur-là. Donc j'étais technico-commercial, bilingue, pour répondre aux questions des gens, support sur leur offre mobile, la box, la SVOD, etc. Enfin tous ces trucs-là. C'était hyper enrichissant parce qu'en fait, quand tu sors de l'école, en fait, t'es forcément très académique, d'autant plus que j'ai eu un parcours classique, j'ai pas fait d'alternance. D'ailleurs, ça c'est un conseil que je peux donner, c'est de faire de l'alternance. C'est vraiment, je pense, un des meilleurs moyens d'acquérir de l'expérience rapidement sur le marché du travail. Donc effectivement, je suis arrivée, on m'a jeté dans le bain des appels, donc 100 appels par jour, à gérer en fait des clients qui ont des problèmes, etc. Ça a duré 1 an. Évidemment, c'est un job qui ne dure pas longtemps. On sait qu'il y a un turnover qui est énorme, tout ce qui est plateau justement d'appels, de centres d'appels. Par la suite, j'ai eu la chance de travailler pour un e-commerce, donc un e-commerce en ligne, donc de vente d'articles de bricolage. Il fait partie maintenant des gros acteurs, on va dire, du monde du bricolage en ligne. Mais à l'époque, c'était une toute petite boîte. On était 3 ou 4. J'étais la première vraie salariée avec les alternants à l'époque. Et donc ça a duré 2 ans. Donc ça veut dire que j'ai eu un parcours pro post-bac et post-études sup de 3 ans. C'est un job qui a été, je pense, au cœur de ma reconversion. En fait, on a commencé en fait dans ce job tous, on était 3, on faisait un peu de tout en fait. Vu que c'est une petite boîte, on fait autant, on va dire, tout ce qui est le job classique. Donc vu que c'est un e-commerce, d'envoyer des colis, de gérer les stocks, de faire le réa pro, etc. Et aussi de faire tout ce qui est web marketing. Donc c'est là aussi que j'ai commencé en 2016. Donc finalement presque 3 ans après mon bac. Et en fait de faire un peu des fiches produits, de mettre vraiment les mains dans les marketplaces et autres. Donc c'est là en fait où j'ai commencé à me dire ok, en fait là ce monde du web plus concret me plaît, et qu'est-ce que je peux faire dedans en fait, où est-ce que je peux trouver ma place?
forcément, comme n'importe quelle entreprise qui démarre et qui forcément prend de l'ampleur, ce qui est intéressant, c'est que les jobs finissent par on commence un petit peu à avoir les profils dont on a besoin. Donc ce côté un petit peu touche à tout finit par être beaucoup plus précis. Et donc on a tous eu notre place dans la boîte. Donc un était plus lié au business développement, une autre était plutôt axée autour de la com. Et moi forcément avec mon bagage de service client juste avant, forcément on m'a plus mis sur effectivement le service clientèle, téléphone, mail et d'autres gestions aussi qui en découlent par rapport à tout ça. Et on va en parler après, évidemment, mais c'est à partir de ce moment-là où j'ai découvert plein de choses et qu'effectivement, la suite, c'est écrite, mais on va en reparler juste après. Ouais, trop bien. Bah justement, allons-y, hein, parlons-en. Est-ce que tu peux nous parler de comment, donc, alors là, tu nous en as parlé un petit peu, mais de comment tu as commencé à mettre le pied dans le monde du web, parce que c'est vrai que tes études, a priori, ne te destinaient pas forcément à faire ce que tu fais aujourd'hui. Comment tu as découvert ça? Comment tu as compris que ça t'intéressait? Et du coup, comment tu t'es dit, il faut que j'aille me former un petit peu plus là-dedans? C'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré toutes ces études qui pourraient se dire en fait que ça a rien à voir avec ce que j'ai fait par le passé comme étude, en fil rouge, il y a toujours eu en fait le web. J'ai toujours aimé ça. Mais évidemment, quand on est une femme et qu'on nous dit qu'on n'est pas forcément très mathématique, logique, scientifique, en fait, moi, je l'ai un petit peu internalisé. Je me suis dit, ok, je ferai rien de technique, effectivement lié à l'informatique, etc. Moi, j'ai souvenir de personnes qui me disaient mais c'est bouché comme secteur. À l'époque, c'était la mode d'Epitech, enfin mode en tout cas, c'était une des grandes écoles qu'on donnait. Et on me disait voilà, en gros, j'avais compris, en tout cas, j'avais déduit que c'était pas pour moi en fait. Mais en fil rouge, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. À côté de ça, je faisais beaucoup, on va dire, de création, donc de la photo, de la 2D, 3D. Enfin, j'ai toujours mis les mains dans tout ça, mais effectivement, c'était plus côté passion. Donc mes parents me disaient en fait, il faut que tu trouves un job et à côté tu feras ta passion. Et en fait, déjà même plus petite, plus jeune, je me disais non, c'est pas logique. Moi, j'aimerais que les deux fusionnent en fait. Je me vois faire quelque chose dans tout ça et donc j'ai envie de trouver mes marques et de trouver quelque chose là où je pourrais exceller ou en tout cas là où je pourrais apporter ma valeur. Et justement, le fait d'avoir travaillé 2 ans donc en tant que responsable service client, j'ai vu plein de choses en fait. J'ai vu l'envers du décor du e-commerce. J'ai vu aussi, on avait un outil interne qui était développé donc par une boîte externe pour gérer les commandes puisqu'on avait différentes commandes sur les différentes marketplaces, donc Amazon, Cdiscount et autres, et on devait gérer en fait tous les flux de commandes parce qu'évidemment au début peut-être que c'est que 30 commandes par jour, mais à la fin quand je suis partie on en avait plus de 200 par jour, donc il fallait bien avoir un outil développé en interne pour gérer tout ça. Et donc j'ai participé à l'évolution de cet outil juste en tant que personne qui donne des suggestions, en tant que Sarah du service client. Et donc je me suis dit alors attends, là on peut faire ça, on peut faire un job en fait où on peut créer quelque chose finalement, donc lier le côté créatif avec le côté logique. Et je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire. Et en filigrane aussi, faut savoir que c'était l'époque aussi donc du dropshipping, c'était l'époque aussi des entrepreneurs qui sont entrepreneurs et infopreneurs qui sont assez connus. Moi, je pense notamment à Antoine BM. Je me souviens aller travailler justement et écouter ses podcasts et me dire non mais c'est génial en fait, il bosse n'importe où. En tout cas, au moins de chez lui, pas forcément dans un bureau, et il fait quelque chose qui le rend heureux au quotidien. Et finalement, c'est cette perte de sens dans mon job, répondre à des tickets clients toute la journée, des gens qui sont malheureusement mécontents, et à juste titre, pour le coup, parce qu'ils ont pas reçu leur commande ou qu'il y a des soucis. C'est ça qui, progressivement, m'a fait déchanter. C'est pas au sens propre, c'est pas la boîte qui m'a fait déchanter, c'est vraiment le job en lui-même qui m'a fait comprendre que j'étais pas à ma place, j'étais pas sur la bonne trajectoire, et qu'il fallait que je fasse quelque chose pour comprendre où je dois aller, qu'est-ce qui fait sens pour moi. Et donc, en filigrane, il y avait effectivement tout ce qui était développement web, parce que si je fais un petit peu la boucle avec ce que j'ai dit juste avant, en travaillant en tant que technico-commercial à Monaco, en voyant plein de choses, en fait, j'ai pu apprendre des choses liées au réseau. Et je me suis dit, pareil, voilà, il y a tout un filigrane derrière qui s'est installé. Et pareil, en fait, ta chaîne en faisait partie à l'époque, d'autres chaînes également, en fait, quand on parlait de tech. Et je me suis dit, mais ça fait sens. Et pour tout dire, en fait, j'avais essayé d'ouvrir une première boutique comme ça, Shopify, pour tester un petit peu, puisque j'étais dans le e-commerce. Et en fait, j'ai compris que c'est ça qui me plaisait, en fait. C'était de créer quelque chose, que ce soit de zéro, que ce soit avec des choses qui existaient déjà.
Et donc en fait finalement c'est ce job où j'ai perdu un petit peu le sens d'un point de vue pro qui m'a fait comprendre que je voulais faire pareil finalement, mais toute seule en fait. Et c'est là en fait où ça a vraiment déclenché finalement un petit peu ce burn-out en fait, cette perte de sens qui m'a fait comprendre aussi que ben voilà, j'étais pas exactement à ma place, mais je commençais un petit peu à être quelque part. Et c'est comme ça en fait, c'est à la suite du burn-out que j'ai fait que j'ai voulu me reconvertir. Ok. Et à cette époque-là, tu avais déjà conscience de l'existence d'un mode de travail, on va dire, alternatif, qui était par exemple le mode de travail en freelance. T'avais déjà conscience que tout ça c'était possible ou tu connaissais rien du tout à ce monde-là et t'étais perdu. Enfin voilà, comment t'as découvert que c'était possible de travailler en indépendant et de créer un petit peu entre guillemets son métier sur mesure? Et ben pour tout te dire, durant mes études aux Beaux-Arts, j'étais passionnée de photographie. Je suis toujours passionnée, mais je le fais beaucoup moins qu'avant. Et j'avais de base envie d'être photographe. Donc forcément, qui dit photographe dit très souvent, en tout cas dans ma tête, d'être indépendant. Et donc forcément, mon premier job, mes premiers euros que j'ai pu gagner, c'était quand j'ai fait une mission une mission, en tout cas un mariage. J'avais des proches qui m'avaient dit, ben voilà, on voudrait quelqu'un qui fasse des photos pour notre mariage. Est-ce que ça te dit? Et en fait, c'était les premiers vrais euros que j'ai pu gagner finalement en tant que freelance, alors freelance photographe pour le coup. Et c'est ça aussi qui a été un peu déclencheur de cette envie d'entreprendre. Pareil, à la suite de mon travail chez Monaco Télécom, pareil, j'avais des compétences justement en informatique ou en tout cas en dépannage liées sur des box, etc. Pareil, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont contacté aussi, me dire, bah voilà, t'as travaillé là-bas. Est-ce que tu peux m'aider pour ma box, mes mails, etc. Configurer une boîte mail, SMTP, IMAP, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Voilà. Et tout ça, en fait, ça m'a mené peu à peu au fait de vouloir entreprendre. Mais voilà, c'était des petites tentatives ici et là. Elles ont été infructueuses parce que j'ai pas donné suite. Mais en tout cas, là où elles ont été fructueuses, c'est que j'ai compris que je voulais faire ça. En fait, je voulais être à mon compte, qu'on m'appelle pour une expertise, être rémunérée pour ça. Donc, en fait, finalement, je l'ai su progressivement. Mais je l'ai conscientisé que quand j'ai fait en fait finalement mon burn-out à la suite de mon job et que je me suis dit en fait j'ai compris, je veux faire un métier dans le web, je veux donc apprendre à faire du développement web parce que finalement c'est la base pour tout en fait. Même si maintenant je fais plus autant de développement web, que je fais plus du web design, il faut quand même comprendre la tech, il faut comprendre en fait le socle. Et on peut pas faire ça sans passer un petit peu par effectivement la case formation, auto-formation ou en école. Donc c'est un peu comme ça que je suis venue finalement au freelancing. Et d'ailleurs j'ai aucun modèle entre guillemets dans ma famille de personnes qui ont été freelance ou indépendants. Moi j'ai des parents qui étaient ouvriers. J'ai pas de modèle je pense à des oncles, des tantes, quoi que ce soit, pas du tout. Donc vraiment j'ai aucun schéma entrepreneurial dans ma famille. Et dans mes proches, j'en ai quelques-uns, mais je veux dire, c'était à des mêmes niveaux que moi, en fait. On démarrait, donc j'ai pas vraiment de personne où je me dis, je veux être comme cette personne. Ok, trop bien. Et donc du coup, alors tu nous en as parlé un petit peu. Qu'est-ce qui, à l'époque, et je te dis à l'époque parce qu'après je te reposerai la même question, mais maintenant avec le recul, qu'est-ce qui, à l'époque, te donnait envie dans le mode de vie de freelance? On parle souvent de liberté. Est-ce que c'était le cas pour toi ou voilà, en tout cas, qu'est-ce qui te donnait vraiment envie? Qu'est-ce qui t'attirait dans ce mode de vie-là? Alors oui, c'était la liberté. Je me suis dit, si je me lance en tant que freelance, dans le mot freelance, il y a le mot free, donc forcément la liberté, le fait d'être libre, évidemment, ce qui est logique, évidemment, mais c'était aussi le fait de pouvoir avoir une vie sur mesure, c'est-à-dire avoir des horaires qui me conviennent. C'est vrai que, alors, un truc qui me frustrait énormément dans ma vie de salarié, c'était que peu importe à l'heure à laquelle je partais, c'est-à-dire je pouvais partir à 7h, à 7h30, j'arrivais jamais à être parfaitement à l'heure. Il y avait toujours quelque chose qui se passait sur la route. Et ça, c'était extrêmement frustrant parce que ça peut être perçu de façon très négative de la part d'un patron. Et tous les jours, je me disais, je vais partir hyper tôt. Et pas de chance, il y avait un accident sur la route. La route de Nice, enfin l'A8 dans le sud de la France, pour ceux qui connaissent, est réputée pareil. Je pense que c'est pareil que Paris, pour être hyper accidentogène. Enfin bref, c'est une horreur. Et donc ça me frustrait énormément parce qu'en fait, j'étais très motivée par mon job évidemment, mais je me disais, ça renvoie pas le bon signal. Donc avoir une vie sur mesure, avoir des horaires qui me conviennent, ça pour moi c'était hyper important. Alors heureusement, je suis pas du genre à être un chronotype du soir, donc moi je suis plutôt du matin, donc ça va. Mais c'est vrai que pour des personnes qui sont plutôt des
des espèces de hiboux du soir ou des chouettes du soir et qui aiment travailler le soir. C'est vrai que le monde du salariat est pas forcément très tendre avec ces profils-là, parce qu'évidemment, des gens qui sont plutôt du soir sont pas très gâtés dans la vie de salarié, évidemment. Mais c'est vrai que moi, c'était la liberté qui était au centre de mes motivations, et aussi l'envie de me prouver que je pouvais faire autre chose et que je pouvais peut-être rattraper le temps, peut-être faire enfin des études qui me plaisent de façon différente, évidemment, pas sur un parcours scolaire post-bac, mais de me dire je peux construire ma vie, je peux faire autre chose qu'être la Sarah du service client, et peut-être être un jour la Sarah au service de ses clients, du coup. Ouais, tout à fait. Ok. Et à l'époque, donc là, au moment où tu étais sur le point de te lancer, tu as commencé à prendre conscience que ton job actuel, c'est pas forcément ce qui te plaisait, et également à prendre conscience de la direction dans laquelle tu voulais aller, pas forcément de là où tu voulais atterrir, mais en tout cas de la direction dans laquelle tu voulais aller. À cette époque-là, quels étaient selon toi les plus gros obstacles, alors les obstacles que tu imaginais, pas forcément qui s'avéraient réels, parce que souvent on imagine des obstacles qui en fait n'existent pas. À l'époque, voilà, qu'est-ce que tu pensais être le plus dur, qu'est-ce qui t'a le plus freiné pour te lancer en freelance? Ce qui m'a freinée, c'est ce bon vieux syndrome de l'imposteur. En fait, c'est toutes les histoires qu'on se raconte, évidemment. C'est compliqué, en fait, quand on fait une reconversion. La mienne a duré 6 mois, en l'occurrence avec O'Clock. Mais ce qui est compliqué, c'est de se dire déjà, on a dû essayer d'emmagasiner un tas de connaissances, en tout cas, essayer de comprendre des grands principes en l'espace de 6 mois, ce qui est chose pas évidente parce que il y a tellement de choses à voir, et 6 mois, en réalité, ne suffisent pas. En fait, c'est vraiment une énorme mise en bouche, comme un immense gâteau à devoir ingurgiter, mais qui est vachement chouette, hein, pour le coup. Mais le plus gros obstacle, c'était de se dire, ok, je sais que je sais pas tout, c'est déjà ça, mais du coup, ça stresse beaucoup parce qu'on se dit, ok, je sais que je sais pas tout, j'ai pas encore toutes les compétences, et il faut que je vende quelque chose à quelqu'un. Et donc, il faut oser assumer son inexpertise, son inexpérience, parce qu'en fait, on sort de 6 mois de reconversion. Heureusement, on a une partie socle, cours, une partie spécialisation. Moi, c'était WordPress en l'occurrence, et une partie donc projet de groupe. Donc, heureusement, on a quand même un projet de groupe à montrer, puis plein d'autres choses qu'on a fait, évidemment, plein d'exercices qui peuvent être des projets à présenter à des futurs prospects, futurs clients. Mais c'est vrai qu'en fait, ce double syndrome de l'imposteur, ça, c'est très compliqué de se dire, ok, je sais pas tout, il faut que je vende quelque chose, alors que je sais pas vendre. Moi, dans mon cas de figure, j'étais quelqu'un de vachement réservé, voire timide. J'étais du genre enfant à demander à ma mère de demander je sais pas, un conseil en magasin. Je sais pas, voilà, poser de questions. J'étais vraiment très réservée, très timide, mais avec une envie de partager avec le monde. Mais voilà, même faire un podcast aujourd'hui, même pas la chose que j'ai fait, évidemment, au-delà du podcast, au-delà de cet échange. Pour moi, à l'époque, c'était compliqué. J'aurais transgoûté de tout mon corps, j'aurais été à bafouiller, etc. Et pour moi, ça, c'était un gros challenge, en fait, d'oser être à l'avant, pas être trop introverti. Également aussi, l'obstacle, c'était aussi l'aspect financier, c'est de se dire, est-ce que je vais réussir à me payer un minimum un SMIC, parce qu'on va dire que c'est une référence, on va dire, pour laquelle on peut se baser, ou autant que ce que je gagnais avant, qui était pour le coup pas très loin du SMIC. Donc pour le coup, voilà, ça donne une référence. Voilà, est-ce que je vais réussir à me gérer, à trouver des clients, à vendre quelque chose? En fait, il y a plein d'obstacles, et qui sont des obstacles concrets. Parce que déjà, l'obstacle que j'avais, moi, c'était de me dire, ok, je suis pas mathématicienne, je comprends rien à tout ça. Donc déjà, le fait de me reconvertir dans un métier qui était pas adapté à mon schéma, on va dire, de cerveau, déjà, c'était une chose. Bon, ça, ok, je l'ai coché. Mais vraiment, c'était tout ça. C'est de se dire, est-ce que je vais réussir à être freelance et gagner ma vie, à montrer que je peux donner de l'expertise à des clients, donner de la valeur. Ça, c'était vraiment dur, quoi. Enfin, en tout cas, ça peut être un gros obstacle au début, quoi. Ok. Et donc voilà, au final, tu nous as dit, les obstacles sont le syndrome de l'imposteur et la peur de ne pas avoir les compétences nécessaires, l'instabilité financière aussi, qui est totalement fondée. Donc parmi ces obstacles-là, d'après ce que tu nous dis, la plupart tous étaient réels en tout cas, parce que voilà, il y a aussi ce côté, on imagine des obstacles qui souvent n'existent pas, ne sont pas réels. C'est vrai. Donc a priori pour toi la plupart étaient réels. Comment t'as fait pour passer au-dessus? Alors je suppose que ça s'est
pas fait d'un coup, ça s'est fait petit à petit. Il y en a peut-être que tu as surmonté en premier avant d'autres, mais voilà. Comment tu as réussi à surmonter cette peur de ne pas être à la hauteur et éventuellement cette instabilité financière, enfin cette peur de l'instabilité financière? Oui. Alors, je pense que la peur de l'instabilité financière, c'est une vraie fausse peur, dans le sens où on a la chance en France de pouvoir avoir le chômage, dans le sens où moi j'avais fait une rupture conventionnelle, qui est, je pense, la meilleure façon de faire quand on veut quitter proprement un job et qu'on veut aussi s'assurer d'avoir effectivement le chômage pendant une durée donnée. Donc c'est vrai que cette peur, finalement, elle était légitime, mais en même temps, je me dis, c'est pas comme si tu avais juste zéro argent sur ton compte bancaire et donc zéro aussi argent d'un point de vue prestations sociales qu'on a grâce au chômage. Donc là-dessus, ça s'est vite dissipé. Ce qui m'a vachement aidé, c'est juste simplement de faire, en fait, de me dire, en fait, je me suis pas laissé le choix. Faut savoir que je me suis lancée peut-être 2 mois à la fin de ma formation, donc je me suis pas trop laissé le choix. Je me suis dit, il faut vraiment pas que je commence à cogiter. J'ai tendance à être quelqu'un qui cogite beaucoup. Donc, il faut vraiment pas que je commence à me cogiter, à me dire, est-ce que je fais le titre pro, pas le titre pro. Plot twist, j'ai pas passé mon titre pro parce que j'avais pas envie de le faire et parce que je me suis dit, si je veux être freelance, je veux pas être jugée sur un titre pro, c'est trop académique et je voulais pas retomber dans ça. Pour autant, c'est utile aussi d'avoir une certification. Dans certains cas, voilà, je dis pas que c'est pas utile. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été utile et pas un de mes objectifs. Mais finalement, voilà, j'ai fini ma formation en décembre-janvier, décembre 2018, janvier 2019. Et je me suis lancée en mars, donc le temps de faire une certification en plus qui s'appelle Upquest, donc de qualité web. Mais voilà, je me suis pas trop laissé le temps de cogiter. Je me suis dit, je me lance, je m'inscris sur les plateformes donc de freelance qui existent. Et j'essaie de trouver mes premières missions et de dire oui à tout, en tout cas oui à ce que je voulais faire à l'époque, qui était plutôt autour de WordPress et du JavaScript pour le coup, parce que j'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire. Mais je me suis dit voilà, si j'ai une mission, je prends. Et j'ai eu de la chance parce que quand je me suis lancée, j'avais fait des tweets en disant voilà, je me lance en freelance. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez, qui cherche quelqu'un, etc. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que ce bouche à oreille a fonctionné, bouche à oreille virtuelle. J'ai eu ma première cliente grâce à une connaissance en commun du réseau de mon école. Donc pareil, ça a mis le pied à l'étrier. Donc c'est très bien en fait. J'ai pas le temps de cogiter, que j'étais déjà avec ma première mission. Je pense, je me suis lancée en mars 2019, donc peut-être 3 semaines après, j'ai déjà une première mission, quoi. Donc voilà, j'ai pas le temps de cogiter. Trop bien. Donc effectivement, c'est voilà, c'est bien parce que c'est quelque chose d'assez concret, hein, de se dire, je ne cogite pas, je passe directement à l'étape supérieure. Enfin, je passe directement à l'action et puis après, si ça marche, ça marche et si ça marche pas, tant pis, je recommencerai. Mais c'est bien parce que c'est un conseil concret. Donc tu t'es lancé. Ok, t'as trouvé tes premiers clients. On reviendra éventuellement après sur comment trouver ses premiers clients. Là, tu nous as parlé notamment de Twitter, on en reparlera un petit peu après. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est beau, tout est rose, ou est-ce qu'il y a encore des obstacles qui constituent ton quotidien? Est-ce que le mode de vie de freelance que tu imaginais, avec tous ces avantages de liberté, peut-être de situation financière peut-être plus instable, mais plus avantageuse, sur la moyenne, si on lisse les revenus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des inconvénients à ce mode de vie de freelance que tu n'imaginais pas avant, ou est-ce qu'il y en a tout court, et est-ce qu'il y a des obstacles auxquels tu fais toujours face aujourd'hui, qui font peut-être partie du jeu? Alors, c'est marrant parce que du coup, je vais te donner deux exemples. À l'heure actuelle, évidemment, j'ai fait des bons énormes dans mon entreprise, évidemment. Donc, je gagne même plus que ce que je gagnais avant. Donc, évidemment, tout est rose dans le sens où oui, j'ai coché pas mal d'objectifs que je voulais cocher et j'en ai d'autres, évidemment. Donc, là-dessus, je dirais que tout va bien. Après, faut pas se reposer sur ses lauriers. On sait que le web change beaucoup. On sait que tout évolue vite. Il faut se remettre en question. Il faut pas s'accrocher à certaines choses. Voilà, faut se remettre en question, voilà, de façon continuelle. En revanche, ma première année de freelancing, donc, a démarré en mars. Donc, on va dire, si je fais un prorata, j'avais réussi à me dégager, on va dire, plus ou moins un SMIC, on va dire, mensuel. Et par contre, elle a été très compliquée parce qu'évidemment,
il faut arriver à se gérer les clients, imposer un petit peu des règles, pas tout accepter. Non, un appel à 22 heures, c'est pas acceptable. Mais en même temps, il faut aussi charbonner, parce que je veux dire, être freelance, être indépendant, c'est pas faire 35 heures et se dire je fais juste mes heures et basta. On sait qu'il faut donner un peu plus, il faut donner avant de recevoir. C'est souvent comme ça. Donc ça, il faut en avoir conscience, qu'il faut travailler, charbonner. Mais cette première année était compliquée parce qu'en fait, j'ai dû, comme je disais, faire face à un peu ce double syndrome de l'imposteur. Tant qu'à faire, autant en avoir deux pour le prix d'un. Ça a été compliqué parce qu'il y a eu plein de missions. Il y a eu cette première mission qui était vachement longue. À l'époque, c'était de faire un thème WordPress sur mesure. Et encore une fois, je sortais que de 6 mois. Je me sentais pas forcément 100% experte, ce qui est totalement logique évidemment, mais je me sentais pas 100% sereine dans ce que je pouvais proposer. Évidemment, quand tu sais pas faire un truc, tu vas pinguer tout le monde que tu connais qui peut t'aider. Tu dois justifier au client pourquoi t'as pas réussi à le faire et comment tu dois trouver des solutions. Il y a eu plein de missions, il y a eu des plus petites missions. J'ai eu la chance d'avoir ma première grosse mission, pour le coup, une vraie belle mission. J'en ai eu d'autres petites, etc. sur les plateformes. J'en ai eu d'autres aussi en réel, donc chez le client. Mais c'est vrai que cette première année était vachement essorante pour moi. Et je me suis posé la question à la fin de l'année 2019, est-ce que je reste freelance ou pas ? Est-ce que je vais réussir à trouver des clients, à prospecter ? J'avais pas toutes les règles, évidemment. J'avais pas non plus un grand réseau non plus, pour le coup. Et c'est vrai que cette première année a été compliquée. Et donc, c'est posé la question de est-ce que je retourne salarié ou pas ? Est-ce que j'abandonne ça ou non ? Fatalité, j'ai été démarchée sur une plateforme de freelance pour un contrat qui finalement s'avérait être un CDI. Je l'ai accepté en fait parce que c'était dans une période où j'étais pas sereine sur les revenus, sur ma posture, sur plein de choses. Donc j'ai fait 2 mois, période d'essai, dans une boîte dans le sud de la France encore. Et en fait, il s'est avéré que je pensais que ça serait bien. Je pensais que j'allais faire développement WordPress parce que pour le coup, je suis passée donc de la casquette développement WordPress, JavaScript à uniquement du WordPress. Ça aussi, je me suis un petit peu re-spécialisée. Je fais qu'une seule tech pour le coup. Donc je me suis dit ok, je vais être junior dans une boîte, je vais forcément avoir un senior qui m'accompagne, qui me fait monter en compétences. Et ça n'a pas été le cas. En fait, c'était une genre de boîte qui malheureusement te laisse un peu au dépourvu. Voilà, c'était pas du tout humainement une boîte avec laquelle ça pouvait matcher sur plein d'aspects que je vais pas forcément évoquer parce que ça a pas lieu d'être. Mais en tout cas, ça a eu comme effet bénéfique, et encore une fois, il faut toujours voir le positif, que je me suis dit non, je veux pas redevenir salarié, je veux rester freelance, je vais trouver le moyen de trouver d'autres missions, trouver d'autres clients, élargir mon réseau. Et donc, ce qui est très drôle, c'est qu'on arrive, en 2020, je me dis, je suis plein de bonnes résolutions, c'était janvier, février 2020, plutôt février, j'essaie de postuler à d'autres jobs, à d'autres trucs, etc., à refaire des missions sur les plateformes et à élargir mon réseau. Et puis, bam, le Covid arrive. Et pour autant, ça a été une super année parce que j'ai fait plein de connaissances donc vraiment dans l'écosystème WordPress, vu que j'étais vraiment attachée à rester uniquement sur du WordPress. J'ai fait plein de rencontres, j'ai rencontré, on va dire, un petit peu les grands noms ou les gens un peu connus dans la communauté francophone WordPress. J'ai déménagé, donc ça aussi, ça a participé au fait de trouver d'autres personnes, d'autres réseaux. Donc oui, en fait, je dirais que maintenant, il a fallu avoir encore un électrochoc pour me dire, ok, est-ce que tu veux vraiment être freelance ? Et encore une fois, là, pour le coup, c'était une expérience qui était vraiment pas géniale, pas optimale. Et je me suis dit, ok, je veux vraiment faire ça. Donc, il y aura toujours des obstacles. En fait, la vie d'entrepreneur, c'est des challenges et des défis au quotidien, en fait. Je veux dire, si on veut un job qui est plus, on va dire, standard et avec moins de hauts et de bas, évidemment, on va rester salarié, à faire un job de façon monotone, mais de façon linéaire, plutôt, je dirais. Après, on peut avoir des jobs de salariés qui sont évidemment challengeants. Mais si on choisit une vie d'entrepreneur et d'indépendant, on sait que chaque matin, c'est un nouveau défi et qu'il faut se retrousser les manches et travailler et se remettre en question. Donc, il y a toujours des obstacles, des objectifs aussi. Mais évidemment, maintenant, les bases, pour moi, elles sont beaucoup plus sereines parce qu'évidemment, j'ai posé mon réseau, posé un petit peu des bonnes pratiques. Mais c'est vrai que 2019, ça a été un tournant et j'aurais pu retourner à une vie de salariat. Et pour autant, en fait, il y a eu l'électrochoc qui était bien comme il fallait. Et du coup, maintenant, je dirais que les choses, tout roule. En tout cas, je fais tout pour que ça roule. Ouais, top. Et c'est bien parce qu'effectivement, ça, c'est une autre expérience et t'as entièrement raison de prendre le positif dedans où tu dis c'est une expérience professionnelle un petit peu ratée.
Et il y en a qui se seraient un petit peu reposés là-dessus et qui se diraient bon bah ok, c'est pas grave, je passe à la suivante, j'essaye de trouver un autre emploi. Non, toi t'as réussi à prendre du recul dessus, à te dire d'accord, c'était une expérience pour voir si j'étais fait pour le monde de l'entreprise ou pas, et justement si j'étais fait pour le monde du freelancing ou pas. T'as eu ta réponse et ça c'est hyper intéressant. Et ce qui est peut-être bien de noter là-dedans aussi, c'est que on parle souvent de grands sauts, enfin c'est peut-être un terme que j'utilise à tort, je trouve des fois, de grands sauts vers l'inconnu, vers le monde de l'entrepreneuriat, le monde du freelancing, mais en fait c'est pas vraiment un grand saut dans le sens où c'est peut-être plus une frontière qu'on franchit, peut-être des fois avec le petit doigt, alors peut-être qu'il y en a, ils vont y aller franco, mais Oui, voilà, c'est ce qui est aussi intéressant de retenir dans cette expérience, dans ton histoire, c'est qu'on peut assez facilement revenir en arrière. C'est pas un chemin unidirectionnel, c'est pas une impasse, enfin c'est pas c'est une ça. route à sens unique, et on peut faire demi-tour. Et c'est pas parce qu'on essaye de toucher au monde du freelancing que, alors bon, j'avoue, je connais peu de personnes qui y ont goûté et qui se sont dit c'est pas fait pour moi et je reviens en arrière vers le monde du salariat, mais c'est tout à fait possible. Et ça aussi, ça peut rassurer en quelque sorte de se dire bah je vais tester ce mode de vie-là, ce mode de travail-là. Peut-être que ça va me plaire. Si ça me plaît et qu'en plus j'ai les épaules pour, bah j'y reste. Si ça me plaît, mais que j'ai pas les épaules pour, peut-être qu'il faut encore attendre 1 an, 2 ans, le temps que j'acquière des compétences techniques dans une boîte en tant que salarié. Et après, je pourrais peut-être faire le saut plus tard. Toi, c'est pas ce que t'as fait parce que tu t'es rendu compte que l'autre monde, ça n'allait vraiment pas. Alors, t'as peut-être eu aussi pas forcément de chance, mais en tout cas, ce qui est C'est ça. important, c'est qu'aujourd'hui, t'aies bien compris ce qui te plaisait, le mode de fonctionnement professionnel qui te plaisait, et que tu puisses rester dedans. Donc ça, c'est cool. Euh, Si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui se lance, qui serait peut-être dans ta position il y a quelques années, c'est-à-dire dans une entreprise avec un emploi assez stable, en salarié, un profil qui a déjà des compétences tech, qu'est-ce que tu lui conseillerais, peut-être 2, 3, 4 ou 5 étapes à suivre pour se lancer en freelance? Alors, c'est une bonne question parce que ça va dépendre aussi dans quel cadre la personne évolue. Et il y a des entreprises qui autorisent leurs employés à être freelance à côté. Certaines le Hmm. refusent, d'autres l'acceptent. Si c'est une entreprise qui l'accepte, ça peut être déjà un très bon tremplin pour pouvoir déjà essayer le freelancing en tandem avec son job, quoique c'est pas non plus facile parce que ça demande quand même un petit peu de temps, mais ça peut être un tremplin. En tout cas, si c'est une personne qui veut se lancer à plein temps, donc qui veut quitter son travail, qui veut faire une rupture conventionnelle pour se lancer, avant de se lancer, faut essayer de comprendre le pourquoi on veut se lancer en fait. Quelles sont les motivations en fait à se lancer? Est-ce que c'est un besoin de liberté pour sa vie personnelle, pour un besoin par exemple en couple ou pas de se lancer à deux ou autre? Est-ce que c'est un besoin d'avoir une vie millimétrée comme on le souhaite et ne plus être justement tributaire d'un rythme de vie qui nous convient pas? Est-ce que c'est l'envie de voyager? Déjà, il faut comprendre le pourquoi on veut faire ça. Parce que c'est vrai que c'est vachement à la mode, le freelancing. Je pense que tu le vois aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment. On met vachement en avant les entrepreneurs, les personnes qui sont freelance, indépendantes. Et on a tendance presque à créer un espèce de fossé entre les indépendants, entrepreneurs et les salariés. Par exemple, les entrepreneurs sont là et les salariés sont là. Non, c'est pas vrai. Il y a pas de différence. Mais il faut juste comprendre pourquoi on veut faire ça. Déjà, voilà, faut faire cette introspection qui est hyper importante pour pas se lancer comme un effet de mode ou parce qu'on connaît quelqu'un qui l'a fait, on veut faire pareil. C'est important de vraiment savoir qui on est et ce qu'on veut. Ensuite, puisque tu parles de personnes qui ont des compétences, de faire aussi l'inventaire des compétences, de se dire qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur auprès de futurs clients, comment est-ce qu'on peut intervenir dans un projet. Donc ça, c'est hyper important de voir s'il y a évidemment de la demande là-dedans. J'aurais tendance à me dire que s'il y a une demande dans les entreprises pour salarier les gens, il se peut qu'il y ait aussi de la demande en tant que freelance pour des missions annexes. Donc ça aussi, c'est important. Après, autre chose, c'est d'éviter de perdre du temps à procrastiner, la procrastination du genre à chercher quel logo on va faire sur son site, quel portfolio je vais faire, est-ce que je me présente comme ci, comme ça. Ça, c'est un peu l'erreur qu'on fait tous au début. On a envie d'avoir la meilleure image de marque qu'on peut. Enfin,
on veut se montrer sous son meilleur jour, en tout cas avec un logo quoi que ce soit. Ça, c'est un peu une grosse perte de temps, clairement. Je connais beaucoup de personnes qui se sont lancées à leur compte, etc., qui, pareil, ont cherché en l'occurrence, des thèmes WordPress, des trucs super jolis et autres, et qui trouvaient pas de clients, en fait. Ou qui font de la création de contenu, mais derrière c'est creux, et ça apporte pas de valeur, et ça apporte pas de clients. Donc, il faut aller vraiment sur de l'actionnable et du pratico-pratique. Oui, c'est pas forcément le truc le plus glamour et joli, mais il y a des trucs à faire. Essayer déjà de faire appel à son premier réseau, sa famille, ses amis, anciens collègues de travail, et élargir au fur et à mesure sur différents réseaux, donc les anciennes boîtes où on a travaillé, les études, etc. Vraiment actionner tout ça. Et puis, en fait, communiquer, de dire, voilà, je suis freelance, je propose tel service. Pas besoin que ce soit le poste le plus joli, alors que ce soit quand même lisible et intelligible, évidemment, mais de communiquer, de dire au monde qu'on existe. Je parle de ça parce que, étant une ancienne introvertie, énorme introvertie, pareil, en fait, c'est bien beau de se lancer, d'avoir son statut en 5 minutes, parce que ça, c'est pas trop un souci d'un point de vue administratif. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont assez phobiques de l'administratif, j'en fais partie, mais c'est pas très compliqué de nos jours de créer son statut, ça se fait assez rapidement. Mais c'est vrai qu'il faut actionner son réseau et de dire qu'on existe et qu'on propose ses services. Donc vraiment, je dirais c'est ça, les grandes étapes, c'est de faire son introspection, faire l'inventaire des compétences, actionner tout son réseau et dire au monde qu'on existe et qu'on propose des services de freelancing. Et encore une fois, si on peut le faire de façon plus sécuritaire, en tandem avec son job, tant mieux. Sinon, on va vraiment savoir le pourquoi on veut le faire et anticiper aussi la partie financière. Avoir un matelas de sécurité, c'est toujours mieux, évidemment. Moi, c'est vrai que quand j'ai fait ma formation, le fait de payer ma formation, à l'époque, c'était compliqué d'avoir des financements. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, on sait qu'on pousse beaucoup plus les gens à se reconvertir et en plus dans les métiers de la tech. Moi, j'ai fait mes économies, j'ai fait un all-in, j'ai cassé la tirelire en cochon, j'ai tout mis comme au poker et je me suis dit, je tente tout. Et de toute façon, en fait, au pire des cas, de toute façon, j'ai pas peur de travailler. C'est pas un gros mot chez moi. Y a pas de sous-métier. Donc, s'il faut recommencer de zéro quelque part, je le ferai. Mais moi, j'ai fait un all-in et je me suis pas laissé le choix. Et puis, heureusement, de toute façon, encore une fois, on avait aussi des aides, Pôle emploi, le chômage. On n'est pas sans rien. C'est rare qu'on soit sans rien, vraiment avec zéro. Ça existe. Et ceux qui effectivement font avec zéro, ils ont encore plus de courage, évidemment. Mais voilà, en tout cas, il faut vraiment suivre un petit peu ces étapes. Alors, je dis pas que ce que je dis est parole d'évangile, mais en tout cas, c'est des choses actionnables. Il faut pas perdre de temps. Encore une fois, faut pas cogiter. Ça sert à rien. Faut actionner, faut agir. Ouais, au final, c'est le conseil qui ressort le plus dans tous les sous-conseils, on va dire, que tu viens de donner. Il faut passer à l'action et de fil en aiguille. J'allais dire si c'est fait de manière intelligente et si c'est bien fait, ça va marcher. Mais en fait, même si c'est fait de manière un petit peu sale, comme tu disais, par exemple, créer alors je dis sale, mais l'application. Pas parfait en tout cas. Ouais, c'est ça, voilà, de pas faire toutes les choses de manière parfaite, ou au contraire de vouloir faire trop parfait, comme tu disais tout à l'heure, avec créer un profil qui soit trop beau, trop parfait, etc. Ce qui peut aussi avoir l'effet contraire de ce qui est recherché. Dans tous les cas, ça revient au même parce qu'on va se rendre compte de son erreur si on arrive justement à faire un travail là-dessus. Et on va se rendre compte que au bout de 6 mois où on a passé 6 mois à peaufiner son site ou ses profils sur les plateformes, rien n'a changé. On va se dire au bout d'un moment, c'était peut-être pas la description sur les profils qui va faire que je vais trouver une mission, mais peut-être que j'aurais dû passer plus de temps à j'en sais rien, créer une chaîne YouTube, communiquer sur Twitter, etc. Et justement, par rapport à ça, voilà, est-ce que, je sais pas si c'est là-dessus que tu allais rebondir, sinon je te laisse rebondir, mais par rapport à tout à l'heure tu nous as parlé de création de contenu. Oui. Est-ce que pour toi c'était une stratégie de créer du contenu en ligne, d'avoir une présence, ou est-ce que tu l'as fait inconsciemment et après tu t'es dit ça a eu des effets positifs et ça m'a apporté des clients? Tu vois, je vais faire le fil rouge entre les deux parce que moi j'allais te parler d'actionner son réseau ou alors d'aller dans des événements réseau. Mais effectivement, quand je me suis lancée, j'avais créé un blog qui s'appelait codeuse.fr, qui existe toujours mais qui ne vit plus, mais qui m'a permis de faire effectivement des rencontres avec d'autres personnes par le biais de mon blog. Pour le coup, quand je me suis lancée, j'avais été vachement repartagée par O'Clock, forcément puisque je sortais de leur école. Mais donc évidemment, la création de contenu, elle avait un intérêt. Alors moi, pour le coup, c'était pas de la création de contenu
avisé pour des clients. C'était plus un blog pour parler effectivement d'être une femme dans la tech et donc des articles sur le HTML, le CSS, JavaScript, des choses comme ça. Le côté reconversion, également des lectures et des choses comme ça. Donc il n'y avait pas de vocation à trouver des clients grâce à ce contenu, mais en revanche, ça m'a vraiment aidé à faire le tremplin, à me créer un réseau. C'est comme ça que j'ai rencontré d'autres entrepreneurs, avec une personne avec qui je me suis associée sur un projet. Donc en fait, sans ça, on n'aurait pu jamais se rencontrer, parce que pour l'anecdote, en fait, j'avais fait une revue du livre d'Aurélie Jean, qui parlait des algorithmes. Et c'est grâce à ça, grâce à un retweet et un lien en commun sur Twitter, comme quoi Twitter, dans mon cas, ça a vraiment été super cool pour le coup. En fait, on s'est rencontrés grâce à ça. Elle s'était abonnée à ma newsletter. Elle m'a retrouvée en fait grâce à ça. Et en fait, elle m'a dit j'ai besoin de quelqu'un avec qui travailler sur des projets WordPress. Et en fait, on s'est associés. On a fait d'autres projets ensemble. On a créé une formation ensemble aussi bien après, etc. Mais donc pour le coup, la création de contenu, évidemment, elle a un intérêt, soit d'un point de vue plus prospection, donc c'est du marketing, c'est de montrer un peu ce qu'on fait, c'est aussi de documenter. Pour le coup, j'en ai pas parlé, mais quand j'ai fait ma reconversion chez O'Clock, si les gens sont assez curieux d'aller voir le compte Instagram d'Oclock, en 2018, je faisais un post par mois pour eux, pour parler de ma reconversion et de mon parcours. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi comme ça qu'on s'est connus à l'époque, à travers Instagram. En tout cas, ça doit être à ces périodes-là. Et pareil, en fait, ça m'a aussi amené pas mal de gens qui sont venus me questionner sur mon parcours. J'ai pu aider des gens dans leur parcours donc de reconversion et autres. Donc, créer du contenu, peu importe lequel, ou en tout cas du contenu intelligent, du contenu avec une idée derrière, oui, ça peut être utile. Donc, il faut mêler le contenu et les réseaux. Réseau, c'est hyper important. On a toujours besoin de quelqu'un. Une personne peut être en fait, on peut rencontrer la bonne personne dans un café freelance, dans un coworking, à un événement, etc. Des fois, on est à une personne près de changer une trajectoire. Et donc ça, c'est hyper important. Il faut allier le côté, effectivement, digital et humain, en fait, parce que les deux sont corrélés et parce qu'on a besoin des deux pour avancer. Donc oui, créer de contenu, bien sûr, et réseau, bien sûr. Ouais, carrément. Trop bien. Donc là, effectivement, tu nous as parlé d'avoir une présence en ligne. Qu'est-ce que tu penses des plateformes qui référencent des freelances? Parce que c'est vrai que ça peut être la plupart du temps la première chose à laquelle on pense quand on veut trouver des clients. Voilà, quand on fait une simple recherche sur Google, comment trouver des clients en tant que freelance, on tombe assez rapidement sur ces plateformes. Est-ce que pour toi, la présence, alors j'allais dire présence en ligne, mais la présence spécifiquement sur ces plateformes-là est suffisante pour trouver des missions? Est-ce que ça a fait partie de ta stratégie, entre gros guillemets, ou au contraire, on peut totalement s'en passer? Ou troisième option, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, pourquoi pas, venir en complément de la création de contenu, c'est-à-dire avoir, on va dire, une pancarte, une fiche, un CV entre guillemets sur les plateformes de freelance, et à côté avoir une certaine présence en ligne sur Twitter, LinkedIn, YouTube, peu importe, et au final que ce soit deux façons de communiquer qui aillent ensemble. Est-ce que pour toi c'est soit l'un, soit l'autre, ou les deux, pourquoi pas? Quel est ton avis sur l'agencement de tout ça? Bah écoute, moi je suis quelqu'un d'assez mesuré et j'aime bien l'équilibre, et je te dirais que oui, c'est quelque chose qui fait partie d'une stratégie globale à différents moments de notre vie d'entrepreneur, de freelance évidemment. Donc oui, moi ça a été évidemment un outil pour moi pour trouver des clients. C'est vrai que les plateformes, quand on s'inscrit, qu'on remplit les profils, qu'on renseigne plein de choses, elles nous mettent en avant. Donc forcément, on peut être en matching avec des prospects. Donc oui, ça fait partie d'une stratégie globale. Après, comme j'ai dit juste avant, ce qui est important, c'est les réseaux. Autant au début, les plateformes de freelance effectivement étaient presque ma première source d'acquisition de clients, parce que j'ai pas forcément développé la création de contenu dès le départ en fait sur les réseaux. En tout cas, j'ai documenté mon parcours de freelance, mais à l'occurrence à l'époque, je faisais des posts sur Instagram en anglais pour le coup, donc je cherchais pas à trouver des clients grâce à mes posts et grâce à ma documentation de parcours de freelance et de reconversion. Maintenant, avec bientôt à l'aube de mes 4 ans d'entreprise, les plateformes sont moins importantes pour moi parce qu'évidemment, j'ai travaillé les réseaux. En fait, quand j'ai commencé à avoir des creux dans l'émission, quand j'avais fini une mission, que j'avais pas encore anticipé d'en prendre une nouvelle, je me suis rendu compte qu'on peut pas se reposer que sur un seul endroit et que sur une seule plateforme. Il faut mettre un peu des œufs, un peu dans chaque panier. C'est important.
Et moi, ce qui a fait la différence, c'est vraiment le fait de créer un réseau. Donc à la fois à l'époque à Nice, quand j'étais sur Nice, et maintenant sur Grenoble, le fait d'aller dans des coworking, donc rencontrer des gens. Au tout début, on pourrait penser que c'est anodin, on rencontre des gens. Et puis de fil en aiguille, on a quelqu'un qui nous dit « Ah, au fait, j'ai vu que tu as fait des sites, j'ai vu que tu fais des sites. Bah tiens, en fait, moi j'ai peut-être besoin bientôt de faire un site, etc. Est-ce que ça te dit qu'on en parle et qu'on voit si on peut bosser ensemble ?» Bah ça pareil, ça ouvre des portes. Donc c'est toujours en complément des plateformes, mais ça vient vraiment en plus. Également des événements aussi. Pas forcément distribuer des cartes de visite, mais en tout cas, aller serrer des mains, aller échanger, aller à la rencontre des gens, se faire un nouveau réseau. Donc pareil aussi, donc nous, effectivement, quand je dis nous, c'est l'écosystème WordPress. Il y a vraiment une communauté francophone qui est importante, donc il y a toujours aussi des missions qui viennent là-dedans, des gens qui cherchent des webmasters, des développeurs, etc., des intégrateurs, des web designers, tout ce qui finit en heure presque. Mais effectivement, il y a toujours moyen de trouver une mission. Donc je pense qu'il faut inscrire les plateformes dans une démarche assez générale. Il faut faire un peu de tout en fait, c'est-à-dire qu'il faut un peu essayer faire de la prospection à froid, à chaud, faire des réseaux sociaux en fonction de notre cible, faire effectivement s'inscrire sur des plateformes, aller à des événements. Il faut vraiment mélanger tout ça. C'est important les plateformes parce qu'elles nous mettent en avant et parce qu'effectivement on est un petit peu sur un annuaire. Il y a des clients qui veulent que des freelances en local dans des missions, effectivement dans les bureaux. D'autres qui veulent du remote uniquement. Donc il y a moyen de trouver une mission. Je pense que le marché du travail, le marché des missions clients freelance est assez large. Il y a de la place pour tout le monde, pour différentes missions. Donc oui, il faut mélanger un petit peu tout ça de façon intelligente et comprendre qu'il ne faut pas se reposer uniquement sur une chose. Mais ce serait pareil pour les compétences. Il ne faut pas se dire je fais que du WordPress, j'oublie tout le reste. Et dans ce cas-là, en fait, le jour où WordPress n'existe plus, bon, je pense que ce sera pas demain, mais en tout cas, il faut toujours penser à l'après. En fait, c'est un peu une course en avant, mais qui est vachement passionnante. Il faut toujours se mettre en question et toujours essayer de chercher le truc qui ira en plus, donc le client à tel réseau. En tout cas, on n'est pas tout seul en fait, même si on est freelance et indépendant d'un point de vue terme, on n'est pas forcément tout seul finalement. Donc faut vraiment aller ratisser large, à la fois en vrai, à la fois dans le numérique. Faut pas rester seul quoi. Ouais, carrément. Super. Tu nous disais tout à l'heure que il y a pas mal de monde dans cet écosystème. Alors que ce soit WordPress ou pas, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ce mode de vie, de freelance et surtout dans la tech parce que c'est un domaine qui s'y prête très bien. Un ordinateur a une connexion Internet et en soi, on sait déjà faire énormément de choses avec ça. Et par conséquent, qui dit plus d'offres, même s'il y a de plus en plus de demandes, dit peut-être, pourquoi pas, saturation du marché. Alors, je pense pas que le marché soit saturé, mais d'où ma question, comment est-ce que tu ferais, et peut-être comment est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui, pour te démarquer des autres profils qui seraient également experts WordPress? C'est une excellente question parce que c'est compliqué de se démarquer. C'est vrai qu'on va se démarquer soit par évidemment un type de client qu'on veut effectivement avec lequel on veut travailler pour le coup, ou effectivement avec juste une compétence clé, c'est-à-dire allier par exemple je sais pas WordPress et le référencement, ou WordPress et le copywriting, ou WordPress et le web design. En tout cas, ça va dans l'idée qu'il y a les généralistes et des spécialistes dans l'idée. C'est vrai que moi, j'ai tendance à penser qu'on commence généraliste pour finir un petit peu plus spécialiste. C'est un peu pareil au niveau des clients. Au début, en fait, c'est difficile d'être spécialiste, pas spécialiste, mais pardon, se démarquer des gens de concurrents ou de collègues, etc. Faut trouver un petit peu son empreinte. C'est difficile de le trouver dès le départ. En fait, moi, dès le départ, j'ai fait ni l'erreur ni la bonne chose, mais j'ai voulu faire du WordPress et du JavaScript. Finalement, je me suis rendu compte que je voulais faire que du WordPress, donc je voulais finalement faire plein de choses. Je me suis réduit à faire que WordPress. Je voulais travailler avec évidemment tout le monde au début, et donc finalement maintenant je me concentre plutôt sur les indépendants et les TPE, régionales ou nationales effectivement. Mais pour me différencier des autres, c'est pas quelque chose que j'ai fait dès le départ en fait. C'est quelque chose que je construis au fur et à mesure, que ce soit au niveau des valeurs que je peux partager avec des clients, que ce soit des projets qui ont du sens pour moi. Mais je dirais que de se démarquer, c'est quelque chose de très complexe et c'est pas quelque chose d'évident et
Déjà, je pense qu'il faut se démarquer en étant pro, rigoureux, en respectant ses délais, étant de parole, etc. Parce que effectivement, ça peut être tout beau, tout rose. On peut se démarquer par un super profil, mais derrière, on peut ne pas faire l'affaire et pas être un expert ou pas vendre finalement ce qu'on a prétendu au client. Donc déjà, je pense que le côté, au lieu des hard skills, déjà les soft skills, déjà d'avoir des vrais soft skills, des vrais principes, etc. Ça peut être déjà une façon de se démarquer et vraiment d'être un freelance qui est carré et professionnel. Ça déjà, c'est pas mal. Après, on peut effectivement se différencier par une façon d'aborder les gens, par une communication, donc pareil, une création de contenu différente, etc. Mais c'est vrai qu'au début, quand on lance, je pense que c'est pas la première question qu'on se pose parce qu'en fait, on veut tellement trouver des clients et tellement commencer à avoir des références que finalement, ça viendra après, dans un second temps. En tout cas, il y en a qui se démarquent dès le départ, voilà, par une identité graphique, par quoi que ce soit. Mais je dirais que c'est quelque chose qu'on prend en compte après coup. En tout cas, pour ma part, ça a été quelque chose que j'ai construit au fur et à mesure et qui est pas quelque chose qui est encore figé dans le temps et figé à 100%. Je pense qu'on se cherche tout le temps et qu'on évolue tout le temps. Donc là-dessus, je dirais que j'ai pas cherché à me démarquer en particulier. Mais par contre, j'essaye en tout cas d'être au maximum efficace, rigoureuse et professionnelle et même aussi étant en une position de push au niveau de mes clients, c'est-à-dire de leur proposer des choses, être force de proposition. Je pense que là-dessus, c'est une façon de se démarquer en étant pro. Et après, on verra tout ce qui est fioriture, police de caractère, logo et façon de se présenter, etc. Je pense que ça vient après. Mais c'est important de le dire, en tout cas, de le faire et d'y penser. Ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis quand tu disais tout à l'heure, on peut déjà bien se démarquer juste en étant professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait paraître assez basique de dire il faut être professionnel, il faut ne pas faire de fautes, il faut écrire des mails propres. Alors ça veut tout et rien dire propre, mais voilà, se démarquer déjà sur la communication. Mais je me rends compte que c'est pas quelque chose d'acquis pour tout le monde. Donc déjà, rien que le fait de faire cet effort-là, ça peut faire la différence. Et du coup, on comprend bien en fait que toi, tu es parti d'une envie en fait de trouver un maximum de clients, et du coup, tu t'es dit, je vais rester généraliste, et que tu t'es spécialisé assez naturellement parce que peut-être il y a eu un client de ce type-là qui est venu vers toi et tu t'es dit tiens, d'une part j'aime bien ce que j'ai fait et en plus grâce à cette première mission j'ai acquis une certaine compétence, pourquoi pas essayer de trouver un deuxième client, comme ça d'une part je cible ma prospection et quelqu'un qui va, c'est la fameuse question du demain t'as une rage de dents, chez qui tu vas, est-ce que tu vas chez le médecin généraliste ou chez un dentiste qui est donc un expert des dents. La question, voilà, on y répond assez rapidement. Et pour conclure un petit peu sur ce podcast, toi, avec le recul, est-ce que du coup tu conseillerais à quelqu'un qui se lance, qui a peut-être déjà une certaine expertise à travers un salariat, peut-être de 2, 3, 4 ans, peu importe, qui a déjà une expertise grâce à son expérience professionnelle en entreprise, est-ce que tu lui conseillerais du coup d'essayer d'accentuer cette expertise et de se positionner comme un expert, ou au contraire, ou alors de justement ajouter une autre compétence et de la croiser avec son expertise, par exemple un développeur mobile qui est spécialisé sur des applications, des jeux ou des applications de productivité, peu importe, ou au contraire d'essayer de prospecter un maximum de profils d'entreprises qui auraient besoin d'un développeur iOS mais qui peut faire un petit peu de tout. Voilà, quel serait ton conseil entre rester généraliste ou au contraire se spécialiser dès le début, puisque d'après ce que tu nous dis, c'est pas ce que tu as cherché à faire, te spécialiser, mais c'est peut-être ce qui marche le mieux aujourd'hui. Alors oui, c'est une bonne question. En fait, c'est vrai que quand on commence, on doit toucher à tout. En tout cas, qu'on soit indépendant ou salarié, c'est vrai qu'on finit par toucher à tout au début. C'est bien après d'être, on parle des profils en T, justement le T-shaped profile. Et au début, évidemment, on est un peu sur la barre en fait horizontale, donc on a plein de compétences transverses, mais on n'a pas de compétences plus profondes dans une tech, etc. Moi, je trouve que les deux peuvent cohabiter. Je trouve que être juste expert d'une seule branche, de façon verticale, oui, c'est très bien, mais ça peut dire aussi, dans ce cas-là, que tout ce qui est connexe, finalement, on n'a pas de compétences. En tout cas, on est perdu. Donc,
ça va dépendre en fait du secteur d'activité, ça va dépendre de la tech derrière, etc. En tout cas, si je parle pour moi, en tant qu'amatrice de WordPress et experte de WordPress, ben là pour le coup WordPress c'est tellement large qu'on peut pas faire uniquement une chose dans WordPress. Et là-dessus, on est obligé d'avoir des compétences en référencement, en copywriting de plus en plus. Voilà, il y a plein de choses qui se mélangent, la sécurité et autres, le web design. Et évidemment, après, il faut jongler avec tout ça, faire un peu sa recette pour avoir les bonnes bases, qui peut correspondre à un type de client ou un type de mission, et ce qui peut apporter un petit peu la sauce magique finalement pour avoir des missions. Après, effectivement, c'est vrai que là, sur WordPress, c'est un peu l'exemple parfait des freelances dans le sens où WordPress est très large. Après, si on prend toi en l'occurrence qui est développeur iOS, je pense qu'on est vachement plus spécifique déjà. On est sur quelque chose d'un peu plus niché. Et là-dessus, je pense que dès qu'on est sur une niche, je pense qu'il faut être vachement spécialisé et vachement technique et vachement pointu pour se démarquer. Parce qu'effectivement, comme on le dit très souvent, le mot expert, spécialiste, c'est assez galvaudé. Mais moi, je viens de dire experte, mais en vrai, je trouve que c'est vachement galvaudé. Parce que expert, ça veut dire quoi en fait? Dans les yeux de qui? En fonction de quoi? Donc je pense que si on est sur une niche, il faut être vachement spécialisé pour être vraiment une pointure dans son domaine, pour pouvoir résoudre des problèmes voilà de haut niveau pour des clients, pour des missions. En revanche, sur des techs ou sur des environnements qui sont vachement plus larges, c'est bien d'être un tout petit T en fait, d'avoir pas mal de compétences transverses, avoir effectivement quelques spécialisations. Mais voilà, ça va dépendre de notre client, de la mission et de la tech. Donc j'ai pas de bonne réponse. Là pour le coup, je peux pas donner un avis tranché là-dessus. Je pense qu'on commence généraliste pour être spécialiste. En tout cas, je pense qu'il faut être toujours curieux parce que les choses changent vite. Et je pense qu'il faut vraiment apprendre tout le temps, continuellement, pour être à la fois soit un très bon généraliste, soit un très bon spécialiste, soit un petit peu au milieu des deux en fonction de ce qu'on fait. Ouais, tout à fait. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Je trouve que c'est une bonne conclusion pour cet épisode. On arrive tout pile à 1 heure d'enregistrement. Donc je pense que c'est une bonne façon de conclure. Merci beaucoup à toi, Sarah, d'avoir échangé sur ton expérience, tes conseils et tes différents conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer en freelance. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on y répondra le plus vite possible. Et encore une fois, si vous voulez vous lancer en freelance, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de talent.io qui est dans la description, comme ça ils pourront vous aider à trouver vos premières missions et à vous accompagner. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.